Bonsoir à tous, bienvenue pour ce dernier live de ce vendredi 29 en cette journée de festival live Glénat. Pour ce dernier live, on accueille Joe Benitez et son équipe créative pour parler de Lady Mechanika. Donc voilà, je vois que vous commencez à vous connecter. Je vous invite à vous inscrire et à nous suivre sur Twitch et sur YouTube. Et je vous retrouve à la fin du live. Voilà. À très vite. Salut, bonsoir tout le monde. Moi je suis Olivier Jalabert, je suis l'heureux éditeur de Lady Mechanika, qui est une série publiée sous le label Glénat Comics. Je vous demande d'accueillir chaleureusement nos invités de ce soir. On va commencer par les dames. Beth Sotelo, qui est coloriste, qui travaille sur la série. Également Peter Steigerwald, qui a été le premier coloriste de la série Lady Mechanika. Martin Montiel, qui est dessinateur avec Joe sur les derniers arcs de Lady Mechanika. Et bien sûr, El Maestro himself, Joe Benitez, créateur original et dessinateur principal de la série Lady Mechanika. So guys, just basically introduce yourselves and said what you were actually doing on the book. Voilà, donc j'ai présenté nos invités en expliquant ce que chacun faisait sur l'album, enfin la série Lady Mechanika, donc que j'ai amené ici à côté avec le tome 7 qui est le dernier sorti en France. So, book 7, which is the last one that came out in France. I think it's actually your book 6, guys. In a way, because we don't have the same numbering, because La Dama came out as a non-numbered volume, if I remember correctly. Donc en fait, on n'a pas tout à fait la même manière d'avoir assemblé l'album, puisque les recueils américains sont légèrement différents dans leur numérotation. Donc je vais commencer par la question habituelle, évidemment, à nos invités, c'est de connaître un petit peu la genèse du projet de Lady Mechanika. Donc, vous voyez à l'écran le tome 7, dernier sorti en fin d'année dernière, période Covid d'ailleurs. So this is volume 7 that came out actually, I think, slightly before the second lockdown or around the second lockdown in France. It didn't really hurt the book, actually, so that's really great. So malgré le confinement, les ventes de Lady Mechanika et le public suit toujours avidement et on les remercie d'ailleurs parce qu'ils sont toujours très présents. Donc voilà, je vais commencer donc par demander peut-être aux deux premiers artisans de la série, Joe et Peter, de nous raconter un peu les origines du projet. So I'm going to start with maybe Joe and Peter, who were actually the first to be working on the book, the first book, Lady Mechanika. That's a few years ago, wasn't it? 10 years. 10, ça fait 10 ans. So how did that happen? It was after Mike Turner passed away. My contract ran out at DC Comics, and Mike passed away right at the same time, and around the same time, and Aspen approached me about coming on board to finish off Soulfire. Okay. And let me translate that maybe first. Donc, ce qu'explique Joe, c'est que après le décès du très regretté Michael Turner, qui était une star énorme du comics américain, évidemment, on lui doit Fathom notamment, la création de Witchblade également. Ça a été l'un des grands artisans du label Top Cow. Après le décès de Mike, qui avait créé sa société, sa compagnie qui s'appelle Aspen Comics aux États-Unis, le contrat de Joe qui était chez DC Comics à cette époque-là, donc DC, vous connaissez, je vous décris pas, hein, Batman, ça vous parle, je pense, a été approché par Aspen justement. So go ahead.
Aspen, Frank, and Peter approached me about finishing off Soulfire, and once I did that, we finished off, and then we talked about doing another project, and that's when they were like open, like if I wanted to do a creator own of some sort, and that's when I think it was 2009. So that was 2009, and Peter and I went to Dragon Con, and we've seen the steampunk people before, at cons. It's like Klingons and stormtroopers. They're just noise in the background. And I started paying attention and saying, "Oh, that would make a pretty interesting comic, a world like that." So that's where I started making notes and whatnot. And I actually, Martin, I was actually doing the translate that. Yeah, I'm going to translate that so we don't get people too confused. I see a lot of people actually, I think, English speaking and English reading and listening, so that's great. Donc ce que dit Joe en fait, c'est que quand il a eu fini son contrat chez DC, il y a Frank Mastromoro et Peter Steigerwald qui sont les deux patrons de Aspen Comics suite au décès de Mike Turner, ont proposé à Joe de finir la série qui avait commencé Mike, qui s'appelle Soulfire, que vous avez, j'imagine, découverte en France. Elle a été d'ailleurs publiée par mon copain Thierry Mornay, qui est chez Delcourt. Et une fois que Joe a fini Soulfire, ils ont commencé ensemble à réfléchir à un projet que Joe pourrait développer, un nouveau projet que Joe pourrait développer chez Aspen en tant que creator-owned. Ce qu'il faut savoir, I'm explaining the creator-owned thing. Ce qu'il faut savoir, c'est que aux États-Unis, pour beaucoup d'auteurs, travailler dans le comics, c'est souvent travailler pour Marvel Comics ou DC Comics. Et ça veut dire travailler sur des personnages comme Spider-Man, bien sûr, Batman, les X-Men, Fantastic Four. Mais ça veut aussi dire que ce sont des personnages qui n'appartiennent pas aux auteurs, qui appartiennent à la compagnie, à la société. Donc à DC dans un cas, ou Marvel dans l'autre. Le creator own, c'est vraiment ce qui s'apparente le plus finalement à ce qu'on a en France, c'est-à-dire la bande dessinée de création originale, où les auteurs sont propriétaires de leur œuvre. C'est quelque chose qui a mis longtemps à se mettre en place aux USA, mais qui est devenu de plus en plus prégnant et qui est aujourd'hui une part significative du marché américain. Et donc, le fait de proposer à Joe une création originale, c'était quelque chose de vraiment important. Et avec Peter, Joe sont allés à une convention américaine qui s'appelle Dragon Con, qui est un festival, I think it's in Florida, isn't it? Atlanta. Atlanta. There's a lot of cosplayers and... Yeah, Atlanta, pardon. Dragon Con, c'est à Atlanta, en Georgia. Et en fait, la particularité de Dragon Con, c'est que c'est un salon qui mélange la bande dessinée, l'entertainment, le jeu de rôle, la fantasy, les jeux de cartes à collectionner, par exemple comme Magic the Gathering, des choses comme ça. Et donc, il y a beaucoup de cosplayers. Ça fait partie du folklore de Dragon Con, donc il y a une dizaine d'années déjà, 2009, disait Joe. Et à l'époque, le cosplay était en train de grimper, mais n'est pas à la hauteur de ce que c'est devenu aujourd'hui dans beaucoup de festivals. Et Joe, à l'époque, quand il a vu Dragon Con et les gens en cosplay, il a commencé à faire des dessins, à imaginer ce que ça pourrait donner en tant que design. And I guess you saw people dressed steampunk at the time. Is that what you? Yeah, it's just like, again, like I said, it's noise. But I took an interest, and I was like, that is an interesting look, and it would make an interesting comic. At the time, the only steampunk-ish book that was League of Extraordinary Gentlemen. There wasn't anything out there that I can recall that was steampunk at all. I think they have it's like Girl Genius. I found out afterwards that that's a steampunk book. Girl Genius? Joe had several ideas. It's just that
show and the meticulousness of the costumes and the devotion of the people who were involved with it helped to formulate that idea with him. Okay. I was saying that yeah, let me do this. Donc, en fait, à l'époque, le cosplay, c'était vraiment quelque chose en toile de fond dans l'industrie du comics et dans les Comic-Con et les conventions américaines. Joe a trouvé que le steampunk apportait quelque chose de nouveau et il n'y avait pas grand-chose à l'époque dans le comics. Il y avait peut-être la Ligue des Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore et Kevin O'Neill. Joe parle aussi d'un comics qui s'appelle Girl Genius. Girl Genius, you said? I think that's the name of the book. Voilà, quelque chose comme ça. Girl Genius, que personnellement je ne connais pas. Et ce que rajoutait Peter, c'est que en effet, il y avait un niveau de sophistication et de qualité et d'engagement de la communauté steampunk. Il y en a en France. Il y a une grosse communauté steampunk également. Et il y a un vrai univers autour du steampunk qui est son propre univers en fait, qui est né d'inspiration de l'ère victorienne, de l'architecture de Gustave Eiffel par exemple, des dirigeables, des machines à vapeur, donc le côté steampunk. Il y a un côté un peu débridé là-dedans. Et c'était quelque chose d'extrêmement nouveau à l'époque. Donc il y avait plus d'une dizaine d'années maintenant, en tout cas aux États-Unis. Et c'est ce qui a influencé Joe pour réfléchir un peu à un univers, en fait. Sir? No, I was saying that originally, because of the gears and all that, I didn't want to do it myself. So I actually drafted Martin, and I was actually crafting the book for him because I knew he was, he could do the hell out of detail and stuff. And I was like, I don't want to draw blimps and gears and sockets and all that shit. And I was like, so originally I was actually developing it for Martin to do. And then as time went on, I started to get into it. And that's when I basically made it for myself. That's when I took over. That's when I was like, okay, let's do it. I'm basically designing the character to fit my likes and whatnot. Yeah. Donc, ce qu'explique Joe, c'est intéressant parce que je pense que peu de fans le savent. C'est qu'en fait, au départ, bonsoir Clouane, bonsoir à tous. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui nous rejoignent. So I see people joining the chat. Donc, ce qu'explique Joe, c'est qu'au départ, en fait, son idée, parce que le steampunk, c'est quelque chose qui demande beaucoup de détails. Il y a du matériel, il y a des horloges, il y a des engrenages, il y a toute une mécanique particulière dans l'univers steampunk. Donc, c'est quelque chose d'assez technique, en fait. Et Joe, son idée de départ, en fait, c'était de se dire, ce truc-là me plaît, j'ai envie d'écrire une histoire et je vais embaucher Martin Montiel, qui est avec nous ce soir, et de lui dire, écoute, je vais créer un univers pour toi parce que Martin est très fort sur les petits détails, sur le fait de faire les choses de manière très fine, très structurée. Il a un vrai talent pour ça. Et donc, l'idée de Joe, c'était, je vais écrire un bouquin et je vais le confier à Martin. Et en fait, Joe s'est pris à son propre jeu dans le sens où il a commencé à faire ça, à écrire et à regarder un peu des designs de ces éléments-là. Et finalement, il a commencé à se prendre au jeu lui-même et de se dire, finalement, en fait, j'ai envie de le faire moi, à s'approprier le personnage de Lady Mechanika et à designer lui le personnage. Et c'est comme ça que ce projet qu'il avait envisagé au départ comme un projet de collaboration avec Martin est devenu un projet de Joe Benitez lui-même. Oui. I'm adding basically what's going on is I'm adding a bit of lore and I'm making your story better, like more better. Sorry, translate well into French. Yeah, je plaisante avec eux parce que je leur dis mejor empiezo a hablar en español para que me puedas trasladar lo que digo.
Est-ce que vous voulez qu'on fasse en espagnol, auquel cas je laisse la parole à Joe. So Joe is going to be the Spanish translator from Spanish to English, and then I can translate into French, maybe. Oh, Martin can do it better than I can, right? I can try, but D'ailleurs, ce qui est marrant, avant d'aller un petit peu plus loin dans cette origine, je voulais en profiter pour dire que ce qui était assez cool ce soir, c'est qu'on a donc avec nous 5 auteurs, ce qui est rare hein, d'avoir 5 auteurs, enfin 4 auteurs en l'occurrence, excusez-moi, puisqu'il y en a un qui a malheureusement pas pu venir, c'est 4 auteurs, et ils sont chacun dans des endroits différents. Donc, bon, certains pas très éloignés, mais I think we have kind of a multi-territory crew tonight. Yeah. So, Joe, you're Wasn't in Los Heisler Angeles. supposed to join us? Who? Mike Heisler? Mike Yeah. canceled. Oh, okay. Yeah, he had something else. So maybe he's watching us and making fun of us. Donc, Joe habite, lui, à Los Angeles, Californie. Peter, you're also in Los Angeles, aren't you? Or in San Diego? Los Angeles. Donc, Peter également est à Los Angeles. Beth, where'd you live? I'm in San Diego now. I started in Los Angeles with Peter and Joe, and then we moved down to San Diego to work for Joel Gomez, my husband, to work at Wildstorm. But after Wildstorm closed down, we loved San Diego so much that we just kind of hung out here for a little longer than we intended. Ok, donc Beth, qui vivait également comme Joe et Peter à Los Angeles, a déménagé avec son compagnon qui travaillait lui chez Wildstorm. Donc, vous connaissez, j'imagine, Wildstorm, c'est grand éditeur de comics créé par Jim Lee en particulier à l'époque, et qui était à San Diego. Donc, ils ont déménagé pour le travail de son compagnon de Los Angeles à San Diego. Et même quand Wildstorm a fermé, puisque ça a été vendu à DC Comics, Beth et son compagnon ont décidé finalement de rester eux à San Diego. Donc, so that's 3 people in California out of 4. Donc, well, Martin is in Baja California, so Yeah, we're practically neighbors. Donc Martin, lui, c'est un peu différent parce que il est en Baja California, effectivement, mais il est à Mexico. Martin. Mm-hmm. Yeah, You it's live- just right You're in across the Tijuana. border. Yeah, you're right across the corner at Tijuana, Mhm. Yeah, we're in Alta, California. He's in Baja, California. Baja California. So technically, you live in America? Yeah. Well, it's Mexico, it's America too, you know. yeah. Alors là, il y a un This is débat South intéressant. America. There's an Yeah, it's all America. there's an interesting debate tonight is whether Martin actually lives in the US and whether Mexico is actually a part of America. No, This is not I'm US, not going to go America. into. Okay. No, Mexico is Well, not part of America, but he is in America. Yeah. Okay. Well, it's not part of the US, but it's America. It's South America. Yeah. Oh yeah, okay, that's what you call America. All the Central Right. and South America I people meant get the mad at us for calling it America. US of A. Donc moi je parlais des États-Unis évidemment, et donc le continent américain, of course. Voilà, donc on a un cast sympa. So Joe, then you decided to design the book yourself, write the book yourself of Mechanika for Aspen at the time, and then. When did Peter get into the game? At what point Well, it in wasn't time? really. I mean, it wasn't for Aspen. We were just his publisher. Basically, it was Joe's book for Joe to do. We just came up with a publishing, deal with him. He was going to have full control over it, write it, own it, take care of all of it. I was just there as a collaborator. I did the logo and I was the original colorist. Donc, ce qui est assez génial avec la manière dont cet album est né, cette série est née aux États-Unis, c'est qu'en fait, Aspen Comics, qui est, rappelons-le, un éditeur indépendant, c'est une independent company, qui est détenu, donc qui est une propriété d'auteur en fait, dont Peter a créé avec Joe une opportunité pour lui donner un écrin en fait et la possibilité d'accéder à la diffusion de sa série, mais il en restait le seul maître à bord en fait. Et ça, c'est une vraie liberté de création. It's a creative freedom that you gave Joe. Donc, c'est vraiment une manière de donner à Joe
les rênes de sa propre série. Donc, il en est l'auteur, le propriétaire, et c'est lui qui contrôle les droits de sa propriété. C'est-à-dire que si Joe veut faire un film, si Joe veut faire des produits dérivés, des figurines, etc., c'est lui seul qui en est le décisionnaire. Ça, c'est très important. I'm basically explaining the fact that when you own an IP and then when you own something, you can control on the rights level, on the creative level, and that's what you gave Joe at Aspen at the time. Et donc, Peter, lui, a été un collaborateur finalement sur la première mini-série, en tant que coloriste. Et également, c'est lui qui a designé le logo de Lady Mechanika, ce magnifique logo. So I'm explaining Peter's role as the designer of the logo, of course, and the beautiful colors for the first volume. Then next question is, so Joe had creative freedom, which is awesome, and then how did you manage to, Joe? It's obviously a question for you. How did you manage to craft the different segments, the different volumes of the story? Was it something you planned early on with Marcia, maybe, or was it something that just came as you guys went, and then you started creating stories on the go as you know you were developing the story? Donc, je pose la question à Joe de savoir comment ils ont imaginé l'histoire de Lady Mechanika. Est-ce que c'était quelque chose qui était préconçu, préécrit en amont avec une grande histoire globale et des petits segments, ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont plutôt développé au fil de l'eau? Well, originally, I was going so very cliche. Like the original story was going to deal with a Jack the Ripper type, you know, Victorian Jack the Ripper. And Marcia actually, she brought in, she was saying like, it's better if you have characters that are ambiguous, neither, you know, not good nor bad, but you don't want that over the top, you know, kind of. Yeah. So let me do this. Donc, ce qu'explique Joe, c'est qu'en fait, avec sa co-scénariste Marcia Chen, ils ont réfléchi à cette première histoire de manière un peu impromptue en fait au démarrage. Joe, ce qu'il avait envie, c'est de faire un truc qui envoie du beau visuel avec une énergie. Et en fait, son idée, c'était de reprendre un peu le principe d'une histoire à la Jack l'Éventreur et d'avoir comme ça quelqu'un de l'ombre, un espèce de vilain dans l'ombre. Et en fait, Marcia lui a dit non, Joe, ce qu'il faut que tu amènes à une histoire comme ça, c'est un peu des personnages qui sont un peu ambigus, qui sont pas forcément si évidents à lire. Il faut pas juste faire un truc qui fait waouh comme ça. Il faut aussi apporter de la profondeur à cette histoire et de la densité aux personnages. So it's like that's where the idea for Ucky came in, where it's like you have a character that initially you think it's some very dangerous, vile, you know, creature, and then you realize that the character's innocent, you know, it's just a scared character. And but yeah, I mean, from the get-go, Marcia was involved in the crafting of the story. So it's like, and then, you know, like she helped me with volume 1, and pretty much it's like I got stuck midway, and she came in and basically helped me, because it's like I had this grand story, kind of like almost equivalent to blowing up the Death Star, like this big grand ending. And she came in and she goes, well, the story is about Serafina finding the mechanical girl and closing that loop. You don't have to, you can save that for later. And that's when she brought up that I tend to do that. I tend to have all these stories, but all you have to do is just break it down into little bits. And let me do this part. Donc, ce qu'explique Joe, c'est que l'apport de Marcia, ça a permis notamment de créer des personnages qui apportent
des choses nouvelles et qui ont cette personnalité forte et encore une fois, qui est à la limite de l'ambiguïté, comme Iki, et qui donne un raisonnement, une résonance avec une plus grande histoire, mais qu'il faut traiter les choses de manière compartimentée, c'est-à-dire de ne pas forcément vouloir tout de suite tout raconter, parce que l'idée de Joe, c'était de se dire, ok, j'ai cette idée de Lady Mechanika, le final, ça va être une explosion comme l'étoile noire dans Star Wars. Donc, et Martial lui a dit, non, il faut structurer l'histoire par tranche, par morceau, il faut raconter une partie de certains personnages, il faut développer petit à petit l'univers pour qu'on puisse s'y accommoder, on puisse mieux le décoder, mieux le comprendre et avoir cette possibilité de créer de nouvelles histoires en continuité avec cette histoire originale et pas juste d'aller directement à l'effet waouh de la fin du récit. So that's when you guys started to work on the second volume, which is, if I'm not mistaken, the first one with Martin. Well, it is and it isn't, because Martin helped at the end of volume 1. Oh, that's right. Book 5, but we were working on volume 2 at the same time. Like, Martin was working on pages for volume 1 and helping me out with volume 2 with tablets, and helping me finish off volume 1. And so it's like we were going back, and then at some point we finished off volume 1, and then I jumped on volume 2, and we sort of tag teamed on that one. Ok, donc en fait, Martin qui est en co-dessin avec Joe sur le deuxième arc, qui est celui-ci. Alors après, je vais vous expliquer un peu comment on a. Voilà, hop, this is volume 2 for us. Donc, yeah, it's actually volume 3, sorry, for us. Donc, la tablette des destinées en français. C'est le premier album où il y a vraiment un co-crédit entre Joe et Martin sur le dessin. Mais c'est vrai que Martin était intervenu déjà sur le premier volume pour le 5e chapitre, qui est un chapitre très épais d'ailleurs de Lady Mechanika, issue 5 is a bigger issue, if I remember, from the first volume. Et donc, quand Martin a donné un coup de main à Joe pour dessiner la fin du premier cycle, Joe avait déjà commencé en fait à travailler sur le second cycle, donc les tablettes de la destinée. Et donc, ce qui explique que on a du Martin avant, mais qu'on a surtout découvert le travail de Martin sur le second volume. So, well, actually, and also by that point, between the middle of volume 1, Joe had stepped away. He was ready to do Joe Benitez publishing, started, do everything by himself. So we parted ways. So we weren't his publisher anymore. So from a U.S. standpoint, he was on his own. And then also after I finished up that volume, then Beth stepped in, starting with volume 2 as well. No, that was I started on Assassin, was my first full volume. Right? Yeah, I think you started on Assassin. Was I still on 2? No. Garcia. Yeah, okay. No, it's Garcia. Yeah, I think Beth, you were on Assassin. Yeah, I think that's your my first full one. Yeah, She had helped me out. She had helped me out when I was falling behind on 1 or things like that. And she was already dipping in, sort of like how Martin was helping out Joe. But donc, en fait, I want to call this a family matter. I mean, like, you guys are doing this as a family. And I think most of us have known each other for so long now. Yeah. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette équipe, c'est que c'est une équipe qui est très soudée, qui est comme une petite famille. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils ont travaillé tous à un moment donné ou à un autre pour les majors américaines. Ils ont travaillé pour Top Cow. I think you all worked for Top Cow at some point in time. Yeah, I started in 2000.
Donc en 2000, Beth a commencé à travailler pour Top Cow. Donc Top Cow, c'est la maison d'édition de Mark Silvestri, grand auteur, créateur de Cyberforce par exemple. Et donc Beth avait aidé déjà Peter sur certaines pages du premier arc de Mechanika. Et ce qu'expliquait Peter, c'est qu'à un moment donné, à peu près au milieu du premier cycle, donc on dit arc ou cycle, hein, c'est un peu la même chose, au début du premier cycle de Mechanika, il a décidé de créer sa propre société, so Benitez Productions, qui est donc la société qui édite aujourd'hui aux États-Unis tous les albums et les comics de Lady Mechanika. Et donc, comme disait Peter, il s'est retrouvé à créer son propre business tout seul. And was it easy, Joe, to just be your own man and just started your own business in a way? Donc, je demande à Joe si c'était facile pour lui de devenir son propre entrepreneur, en fait, de créer sa propre maison d'édition. Well, I mean, at the time, it's just one book. So it's like with Marsha was pretty much handling all the editorial and all the writing. You know, it's like all I had to do is draw. She was taking, care of the talking to Diamond, talking to the the printer. So it's like it basically she took over there and managed all that. I mean, I'm too lazy and to take care of any of that stuff. So it's like we joke around that she's in charge of getting shit done and I'm in charge of kicking ass. So it's like let me do this first. Donc Joe, en fait, je vais terminer par la fin parce que c'est rigolo ce qu'il dit. Il dit que dans le team qu'il fait avec Marcia, ils sont tous les deux vraiment les maîtres à bord de Benitez Productions. Donc elle s'occupe de gérer tout le bordel, quoi, en fait. Et lui, il est là juste pour mettre des coups de pied au cul aux gens, quoi. Donc et en fait, Joe c'est un artiste. Joe, lui, ce qu'il veut, c'est dessiner. Marcia, son rôle dans Benitez Productions, c'est à la fois de s'occuper du management de la boîte, mais également aussi d'écrire avec Joe Lady Mechanika. Et Marcia, c'est elle qui s'occupe des relations avec les imprimeurs, c'est elle qui s'occupe des relations avec Diamond. Donc Diamond, c'est un petit peu comme Hachette en France, c'est un gros distributeur de comics, c'est le distributeur principal de comics aux États-Unis pour tout ce qui est comic shop et certaines grandes enseignes. Et donc, ça, c'est le boulot de Marcia. Joe, lui, il est là pour dessiner et s'occuper des pages de Mechanika. Hey, you're not translating his profanity. Yeah. I did. I started with it. Donc voilà, Peter me dit, t'as oublié de traduire ces injures, mais non, j'oublie pas. It's part of Joe's. It's a part of Joe. Comment donc je voudrais passer un petit peu à Martin et à Beth aussi parce que ils nous ont fait le plaisir d'être présents ce soir. Martin, I have a question for you. Is it easy to work with Joe Benitez? Donc je lui demande si c'est facile de travailler avec Joe Benitez. Is it easy to work with him? It's interesting because you're working with someone that you grew up looking at while you were getting better at your craft. So usually whatever he says goes. That's worked out for me better because I can't inject ideas myself because it's like his stuff is already thought out and it's like whatever he wants I just cool, you want this background, cool, man. And so it's really easy, man. It's no I don't think we ever butt heads on pages and stuff. It's always like, oh yeah, just get this done, get this here, and it's very simple. Ok. Donc ce que dit Martin, parce que je lui ai évidemment posé la question, donc je disais est-ce que c'est facile, est-ce que Joe c'est un mec facile pour travailler avec? Il m'a dit ouais, mais bien sûr. En fait,
pour lui, Joe, c'est un petit peu, c'est un aîné, c'est quelqu'un qu'il admire, qu'il admirait et qui regardait le travail de Joe en disant j'adore ce qu'il fait, c'est génial et j'ai envie d'être capable moi aussi un jour de dessiner comme lui. Et en fait, le fait de collaborer avec Joe, c'est un peu un rêve dans le sens où il travaille avec quelqu'un dont il admire le travail, c'est toujours formidable. Et de se dire que en fait, tout ce que dit Joe, il dit bah ouais, c'est cool, j'ai envie de le faire parce qu'il a de bonnes idées. Sur une page, il a une vision graphique sur le design, sur comment il faut structurer une page en fait. Et pour lui, c'est une partie de plaisir que de travailler avec Joe. And what about you, Beth? I mean, you're working with guys, like big guys. Scary. Yeah. So, how do you feel about it? I don't are care. they nice to you? I've never noticed any of that stuff, and I really, by this time, I should have a better answer for this kind of thing, but I just don't notice. Donc, so en fait, pour Beth, ça change rien parce que je lui ai posé la question parce que c'est l'une des femmes de l'équipe. Je lui dis mais ça va de bosser avec ces gros durs là? Est-ce que c'est pas compliqué? Elle dit non. Elle dit moi je m'en fous en fait. Je fais pas vraiment attention. Ça me pose pas vraiment de problème de travailler avec ces mecs. Yeah, go ahead. I will say collaborating with Joe. Sorry to interrupt you, Beth, but collaborating with Joe has always been easy. Joe will call it laziness, but he's really good at identifying what he's good at and what other people are good at, and letting us do that. We're all about enhancing everything to make everything look better. So he knows what Beth is good at. He knows what I'm good at and lets us do our thing. He knows what Martin's good at and lets him do that. Everything about making it better. Yeah, Joe will always have some changes or suggestions, and he'll kind of give me enough rope to hang myself with and let me go off on something and say like, well, I kind of pictured it this way. And then he'll have changes, but it always ends up being a better product for it. So it's a frustration that I'm welcome to have. Okay, yeah. Donc ce qui explique, let me do this part, please. So, ce que disait, je vais synthétiser ce qu'a raconté Peter et ce que vient de dire Beth également, c'est qu'en fait, l'une des grandes forces de Joe, parce qu'il disait tout à l'heure, je ne l'ai pas traduit, mais qu'il était feignant, mais en fait, il n'est pas feignant du tout, Joe. Il a une vraie faculté de repérer et de voir dans les personnes avec lesquelles il collabore, là où ils sont vraiment bons. Là, il dit, voilà, le vrai talent et la vraie force du travail de Peter ou de Beth ou de Martin, c'est ça. Et c'est sur ça qu'il va s'appuyer, lui, pour les aider, pour que eux l'aident à construire son récit, ses histoires. Parce qu'il a ce côté un peu de capitaine, en fait. It's like being the captain on board, Joe, in a way. I mean, you select your crew because you know what each one is actually good at, is what Peter said. So, I'm going to be, that's always been the goal, is to go more, like, again, at some point, I want to let go of Mechanika and have someone else take over so I can go off and expand on other characters that I want to do. There's a lot of characters that I have on the back burner, but I haven't been able to really polish them because my time has been on Mechanika. And at the moment, we actually have multiple stories that we're trying to polish off with different creative teams and different books that we want to. Basically, it's like have like books or stories in the back burner, so I can go off and polish off and work on other projects. Donc, ce qu'est en train d'expliquer Joe, c'est que son ambition, à un moment donné, c'est de confier les rênes du dessin à quelqu'un d'autre sur Mechanika, et lui d'être un petit peu en supervision de l'ensemble de différentes séries, parce que l'univers de Mechanika, c'est un univers qui est très vaste, en fait. On peut raconter plein d'histoires différentes dans l'univers de Mechanika, et donc son objectif, c'est de développer de manière simultanée différentes séries et différents projets de Mechanika, et d'avoir une vision globale de l'ensemble pour qu'il y ait une cohérence graphique, mais de plus forcément être là toujours au rendez-vous de l'histoire en tant que dessinateur, mais de pouvoir au contraire étendre l'univers un peu plus et l'enrichir évidemment de nouvelles séries, de nouveaux projets avec de nouveaux auteurs, d'autres auteurs. Yeah.
Yeah, so it's that like you were saying, captain of the ship, art directing. It's taking each project, each story, and basically working with the creative team to come up with something unique. That's always been my or wanting. That's the approach I wanted to do. Is every story, every Mechanica story, I wanted to have a unique feel, depending on what the subject matter is, and it's like I wanted to have that diverse or that different vibe, and that's why it's like again, whenever whoever's on board, we try to craft a story that matches their aesthetic, you know. Okay. Donc en fait, ce qu'explique Joe, et c'est très important, c'est que il a lui son objectif, c'est que chaque histoire, chaque volume de Mechanika soit unique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier, que ce soit la thématique, que ce soit l'univers. Un récit va se passer dans une contrée glacée, un autre, ça va être au Mexique ou chez les Aztèques, par exemple. Donc, il y a vraiment cette volonté d'apporter un look particulier à chacune des histoires de Mechanika. Et ce sont des histoires qui sont finies à chaque fois. Donc, chaque volume est une histoire complète. Et surtout, ça, c'est quelque chose qui est important pour lui, c'est que les collaborateurs avec lesquels il travaille, ils ont une sensibilité graphique qui va être similaire à la sienne, mais qui vont avoir des choses qui leur sont propres. Et c'est de pouvoir les mettre en scène aussi, de pouvoir utiliser les forces de ses co-auteurs pour pouvoir leur apporter un look particulier dans chacune des histoires de Mechanika. Joe, I wanna go back to La Dama. Mm-hmm. Because La Dama was kind of a story that sort of went in a very specific direction for you. And I'm guessing due to your own heritage, and this is something that you wanted to feature in Mechanika. For me, when I heard about it the first time, I thought it was unexpected for me that you want to go to this particular book. Can you tell us a little bit about this particular book? Je demande à Joe de nous parler un petit peu de l'histoire de l'arc narratif qui s'appelle La Dama de la Muerte, qui est un titre qui est imprégné évidemment de la culture hispanique, et de voir pourquoi, qu'est-ce qui a donné à Joe cette envie de raconter cette histoire si particulière qui est un peu en lien avec son héritage personnel d'ailleurs. Well, actually, Peter was there when we were in Chicago, I believe, Chicago Comic-Con, or C2E2. And I've always been attracted to Day of the Dead, the look, and I wanted to incorporate that with Mechanika, but I was like, I didn't know, I wanted to be accurate, traditional, like, make sure that the stuff, like the sugar skulls and all that were happening around then. But anyways, I was having a conversation with Peter about that, and a fan happened to be in front of us listening to us talking about that, and she was getting a commission from Peter, and it's like that's the first actually that's when Peter did his first Sugar Skull, Lady Mechanika for was it Andrea or no? It's like, do you remember that? I remember it. It was in Phoenix. I don't remember what. Oh, it was Phoenix. Who it was for. Yeah. Ouais, donc en fait, c'est une histoire assez marrante au démarrage puisque donc cette histoire qui s'inscrit dans le jour des morts, hein, dans le folklore du jour des morts. C'est une histoire qui est née dans une convention, donc comme disait Peter à l'instant, à Phoenix, donc en Arizona. Et en fait, ils étaient en train de discuter avec Peter de tiens, qu'est-ce que tu penses de l'idée de faire une histoire qui se passerait autour du jour des morts, donc Day of the Dead. Et Peter disait ouais, c'est pas mal et tout. Et là, c'était à ce moment-là, Peter, lui, il avait
une jeune femme qui lui a commandé un dessin, une commission, comme on dit. Et en fait, elle dit je voudrais bien une Lady Mechanika avec son masque, son masque crânien comme ça. Donc je sais pas si on va le voir à l'écran. Hop, voilà. Donc ces masques comme ça de crâne typique de cette culture du jour des morts. Et c'est peut-être ce qui a déclenché. This is what triggered finally the idea of going to do La Dama. Is that what was the sequence? Well, like I said, I've always wanted to do that, and so we started crafting a story that had to deal with that. The funny thing is that it's like Marsha's the one who did all the research on the Day of the Dead. So it's like at one point I have this procession where everyone's kind of very somber and stuff, and they're walking, and she's like, this is supposed to be festive. It's like donc en fait, let me translate that, please. Donc en fait, c'est Marcia Chen qui s'occupe de faire toutes les recherches de références graphiques, de contexte, etc. Et donc c'est pas Joe. Et en fait, Joe, dans son idée, ce qu'il voyait, c'est une procession avec des gens habillés en noir, très tristes, quelque chose de très sombre dans l'esprit. Et Marcia, elle regarde la page, je fais mais Joe, en fait, c'est censé être festif comme scène, c'est pas du tout quelque chose comme ça de plombant et voilà. Go ahead. Yeah, well, it was just that. It's like, how do you not know about, comment toi-même tu ne peux pas être au courant de ça, donc c'est marrant. It's funny. So I ended up so I altered it by adding people dancing in the background, so you still have that because I didn't want to erase the whole thing, but I added some people, musicians and stuff. So it's like so yeah, I wasn't aware of aware of the it's more of a festive so yeah, I mean, I was just attracted to the look, and I was ignorant about the whole tradition. Donc en fait, il était assez ignorant des traditions, Joe, et donc quand Marcia lui a fait remarquer que normalement ça devait être un jour festif, un jour heureux, en fait il a dit j'avais un peu la flemme de tout refaire, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des gens qui étaient en train de danser dans le décor, et puis comme ça ça faisait le job en fait, et ça rendait un petit peu justice à véritablement le jour des morts tel qu'il est dans la réalité. Et so dream team, awesome team, oh my god. Hey Louise. Yeah, and Joe asked me to come back on the book because I was there at the beginning, and I had been doing a few, at the time I was doing more than a few Sugar Skull commissions. And in fact, Joe was actually teasing me about appropriating his culture. But, donc en fait, Joe il disait que Peter, il est en train de s'approprier sa propre culture parce que Peter avait de plus en plus de demandes de redessiner des Mechanika avec le crâne et tout. Donc, yeah, go ahead. But I have to easily say that was the most complicated book that I've had to color and deal with, because Mechanika already starts out complicated because of all the gears and the patches and the stripes and the leather and lace and things like that. But now we're throwing in face paint and thousands of candles and crowd scenes and marigolds and donc Peter, ce que raconte Peter, c'est qu'en fait déjà Mechanika, c'est un bouquin qui est pas facile à mettre en couleur parce qu'il y a énormément de détails avec les éléments mécaniques, le matériel, etc. Et il dit mais là en plus c'était non seulement ça, mais il a fallu rajouter les peintures, les décors, les masques, les ornements, toute la culture avec aussi les bougies et tout ce qui allait avec. Il a dit ça a été c'était pas vraiment un cadeau en fait d'un point de vue de la quantité de travail, parce que Peter est donc revenu à la couleur sur cet album, sur cette histoire, et donc c'était pas vraiment un cadeau. But you enjoyed it, didn't you? Oh yeah, absolutely. And that's what's really good about working with Joe and Marcia, that their schedule is really forgiving. So they actually give everybody time to make this book look as good as possible, put all the details in it. And as a colorist, you usually don't get that luxury of having so much time to color a page the way you want. Peter knows this. You have to get
like if you work with DC or Marvel, you have to have your pages done so quickly that you're just trying to get it out there. But Marcia and Joe really have this attention to detail, and they want to put the best product out. So I'm happy I have the time to just spend on each page and make it look all lush and detailed as best as I can, anyways, following Peter. Donc, ce que dit Beth est assez marrant parce que, en fait, elle qui travaille avec beaucoup d'éditeurs américains, elle n'a pas énormément de temps parce que le rythme de production chez Marvel ou DC est très rapide, et donc il faut qu'elle se dépêche pour mettre en couleur les pages des albums pour qu'ils partent à l'imprimeur. Alors que Marcia et Joe, quand ils travaillent sur un Lady Mechanika, ils prennent le temps de bien faire les choses. Ils ont une grande attention pour le détail, pour vraiment que l'histoire soit parfaite, pour faire un produit fini qui soit de qualité. Et donc, c'est vraiment un luxe qui lui est donné par Marcia et Joe de pouvoir justement travailler dans d'excellentes conditions, ce qui est très, très rare aux États-Unis, dans le monde entier aussi, d'ailleurs, on va dire. Et donc c'est vraiment pour elle des conditions qui sont idéales, parce que déjà, il faut qu'elle passe derrière le travail de Peter, qui est un coloriste formidable aussi. Donc voilà, donc c'est plutôt un luxe de bosser sur cette série pour elle. So, Beth, actually, so you came on the following volume. Assassin was my first full volume, I think, if memory serves. The Clockwork Assassin. Yeah. La Machine à assassiner, I think we named it in France. I don't remember exactly what we did. Yeah, La Machine à assassiner. We wanted to keep Machine, Machina as a title. So how did you end up doing this book? I think because I've worked so closely with Peter over the years, and it was kind of a natural progression. Like I would be a good fit to follow in his footsteps, and it wouldn't be too jarring since I've started with Peter in 2000, and he's kind of been my mentor. So my style is similar to his. So it just seems like it would have been like a nice way to transition. Donc en fait, ce qu'explique. Go ahead. Hey, you look like a mentor. I was going to say it was mean because I basically handed over all the pockets and stripes to her. Ah, donc il n'était pas vraiment sympa d'après ce qu'il dit, parce qu'il lui a donné tous les trucs un peu chiants à faire, c'est les bretelles et toutes ces choses-là. Ce qu'explique Beth, en fait, c'est que c'était assez logique finalement, parce que elle a travaillé pendant plusieurs années avec Peter, qui est un peu son mentor, donc vous l'avez compris, dans le métier aux États-Unis. Et donc, il y a une sorte de logique pour elle de finalement avoir fait cette transition et d'avoir repris le bébé, si j'ose dire, après Peter. Donc, et c'est vrai qu'ils ont des techniques de mise en couleur et une patte qui est assez similaire, assez proche. Ce qu'il faut d'ailleurs, puisque il y a comme on l'explique depuis tout à l'heure, il y a une vraie consistance dans le travail de l'équipe de Benitez Prod pour que chaque histoire ait vraiment à la fois sa propre identité et qu'elle soit en lien aussi avec les précédents cycles. Donc voilà, donc tout ça est fort logique. So I have a production question. En fait, je vais leur demander comment ça se passe techniquement, c'est-à-dire il y a une page qui est écrite. C'est quoi le process? My question is, what is the process? So let's say you have a script page, and then you and Marcia, you turn a page on paper, and it's a script. What happens then? You do thumbnails. We do little mini thumbnails. Who does that? You do that? I do. Okay. Yeah. You actually write the script out first, though? Well, we plot it out. Sometimes we do script. Sometimes it just plot out. Depends if Marcia's taking point on a story. She usually will write it, have dialogue. If I'm taking point on a story, sometimes I do dialogue, but generally I want to know what's going on in the scene. And so it's like, I'll just write out points, beats
on the scene, you know, like this happens, and then I'll do little thumbnails, and then we'll go over it. Translate that. And then you and Martin go over it? Martin comes in after, like, once I have the layouts. It's like then it's basically hand it to him, and I'm like, okay, this is what's going on here, and this is what's going on here. Here's a ref, and it's like, you know, pipe this, kick ass on that. You know, it's like, it's basically, it's like if they like for the Clockwork Assassin, for instance, the very first page, like it was just a rough, you know, just shapes. I mean, there was hardly anything, and I just told him, draw some really cool. Yeah, is that it's basically design some really cool tank machinery thing, and it's like, so he went in, and pretty much the only thing that I did on that are the figures. Everything else, Martin just, you know, designed that big, you know, robotic creature thing, and it's like, so yeah, I mean, it was just, you know, do that, and then so it depends on I'll lay it out, and then we go from there. We'll lay out the beats of the story for the scene. So it's like I try to work scene by scene, you know, every scene. So I gotcha. So donc ce qu'explique Joe, c'est qu'en fait à partir du moment où ils ont un synopsis un petit peu détaillé, parce que c'est pas encore vraiment le scénario complet de l'histoire, mais ils ont un premier synopsis sur lesquels ils commencent à poser des éléments. En fait, Joe, il va dessiner des petits croquis comme ça pour commencer à placer les éléments. Et puis, quand l'histoire, ils ont une idée plus précise du découpage de l'histoire, parce que c'est ça qui est très important, c'est de savoir quel va être le rythme auquel va se dérouler le récit. Et donc, il va commencer à affiner le dessin au crayon et à poser vraiment toutes les bases du dessin, et en particulier tous les personnages, puisque c'est vraiment Joe qui signe les personnages. Et ensuite, il passe la page à Martin, qui lui va vraiment aller au finish sur notamment tout ce qui est tout ce qui est technique, matériel, les décors, les choses très précises. Il citait l'exemple de la première planche de Clockwork Assassin, donc la machine à assassiner en français, où Joe a dessiné quasiment que les personnages, et tout le reste, le robot qui est au premier plan, tous les éléments de décor, la finesse de tout ça, c'est vraiment Martin qui rajoute ça une fois que le dessin est posé, que la narration est établie et définie. C'est à ce moment-là que Martin entre en scène. And then Martin then turns the page to Beth, I guess. No, then we digitally ink it. Marsha usually does that. So it's like she cleans up the lines, makes it nice and crisp, and makes it look inked. And then we turn it over to Beth. Donc, and usually they'll... Sorry, go ahead. Yeah, en fait, il n'y a pas de phase d'ancrage traditionnelle. C'est Marcia qui, une fois que Martin a terminé la page au crayon, elle va faire de l'ancrage digital, et pour rendre les choses le trait beaucoup plus ferme, plus lumineux en fait, d'une certaine manière, pour que les noirs soient assez soutenus et mettent en valeur les valeurs de couleurs plus claires. Et ensuite, c'est à ce moment-là que and then Beth gets the digital ink page. Yeah, and in this particular case, they send it to me. They already send it to get flatted, and what that means is you send the page to get prepped in a way where somebody will cut out all the pieces, all the hair, the face, the vest, and they'll put a flat color in it. So it speeds up the process. When I get it, I don't have to like take the little lasso and go around everything. It's already done. So then I can just jump in and change the colors and render it and stuff. So that's my part. Voilà, en fait, Beth apporte une précision par rapport à la chaîne de production d'une série Mechanika. C'est qu'en fait,
avant que la page lui arrive, entre le travail qu'a fait Joe, le travail qu'a fait Martin, l'ancrage digital que fait Marcia, il y a quelqu'un qui intervient, qui est ce qu'on appelle en anglais un flatteur, donc un flatteur, je ne sais pas si le terme existe en réalité, mais qui fait des aplats de couleurs. Donc c'est lui qui vraiment pose les grandes valeurs, les grandes masses de couleurs, qui met en évidence les points importants, les visages, les fringues, des décors derrière qui sont posés. Et ce qui fait que quand Marcia reçoit sa page, il y a déjà un travail de préparation des couleurs qui a été fait, et elle peut vraiment travailler sur la densité, les volumes, les gradients de couleurs également, et donc apporter ce rendu, ce polish final sur la couleur. We're talking. Those are pages. Sorry, those are pages, preview pages from our new book. Donc ça, c'est des pages de Next One. Yeah. Donc ça c'est. This is the monster from the Ministry of Health. Donc c'est le monstre of Ministry of Health. Hell. Oh, hell. Donc c'est le monstre. I thought you said elf. Donc c'est le monstre du ministère de l'enfer. It is Ministry of Health, but then I'm going to have it crossed out and put hell. I mean, the story will explain why it's called hell. Is that kind of an homage to like Frankenstein, maybe, or a little bit along those lines? It's like basically talking about what a monster is. Yeah. Donc en fait, ça va être centré autour du mythe du monstre et expliquer qu'est-ce que c'est quelle est la condition d'un monstre en fait. So when is this book coming out? Well, I haven't finished book 1, but I mean we're hoping to have it out by the end of maybe mid to late this year. So but I need to finish all 3 issues before. Donc it's a 3-issue book. It's yeah, but it might be a little bigger. It depends on basically it's like where the story goes. Donc en fonction de là où va aller l'histoire, donc ce sera en avant-première pour vous des pages du nouveau cycle de Lady Mechanika qui sortira donc en fin d'année prochaine, donc en 3 chapitres pour l'instant, mais connaissant Joe, il y a des chances qu'il rajoute des choses. I mean, knowing you, Joe, I think you're going to probably add up some stuff. It's going to turn out to be a little more than a regular 3-issue miniseries. Donc, je pense que ça va faire un petit peu plus que ça. Yeah, it's already like book 1 is already pushing like we usually do 20 pages per book, but it's going on 24 and it might be a little more depending on how the story progresses. Donc, en fonction de ça aussi, c'est intéressant, c'est qu'il n'a pas un carcan de 20 pages et on s'arrête là. Mais c'est en fonction de l'avancée de l'histoire, il développe un peu plus, il va rajouter des pages, et là, pour le premier chapitre, ça sera autour de 24. I think, guys, we're almost, done, because it's already over 9 o'clock. I think we should maybe look at the questions, if that's cool with you, unless you have something else you want to add. No? You guys? So I'm going to pick a few. Lots of questions for Martin, make him talk. Yeah. What is the symbolic behind Machina? Is it from Machiavellism? No, I mean it's because she has mechanical arms and legs. C'est tout simplement parce qu'elle a des bras et des jambes mécaniques. But yeah, the thing is, it's like we've actually had people read more into the story, like a deeper context to it, that we're like, wow, like some guy had a whole very deep introspective look on, and he felt like basically it's like he made the story seem a lot more thought out than it actually was. En fait, he was reading into all these deep symbolisms and yeah, like it was just, no, that's just a doctor, but he was reading into this whole. En fait, ils ont eu un lecteur qui avait élaboré des théories
très réfléchi autour d'une histoire de Mechanika, et il y voyait des symboles et tout, et quand il en a parlé avec Joe, Joe lui a dit non, en fait, non, c'est beaucoup moins sophistiqué que ce que tu dis, en fait, c'est juste un docteur, le personnage dont il parlait. I'm going to move on to the next question. Okay, let's see, I saw one. Oh, Wraithborn. So there's a Wraithborn question. Are you going to go back to that book? I'd like to. We'd like Donc ça, c'est Wraithborn. Donc on a sorti en France Wraithborn. C'est l'histoire complète. Donc on avait mis tome 1. I'm explaining the reason why we have a number 1 here. On avait sorti un tome 1 parce que Joe avait envisagé à ce moment-là de poursuivre, de créer un second cycle de Wraithborn, mais il n'existe pas, au moment où je vous parle, de second cycle de Wraithborn. Donc, c'est pas qu'on l'a pas sorti, c'est qu'il n'existe pas. So go ahead, Joe. I mean, well, I'd love to. It's just Mechanika takes up most of my time. That's what I meant with other projects that I'd like to spin off. Either I'd love to find another creative team that can work on Wraithborn, or I'd like to do another Wraithborn story, but I'd have to let go of the reins of Mechanika for a while. It's just like I have stories that I want to tell, that we want to tell with Wraithborn, but it's just, it's a 2-man operation right now, and Mechanika takes up, that's the book that people want to see more so. Yeah. Donc en fait, il aimerait beaucoup, et il avait des idées d'ailleurs, puisque c'est quelque chose dont on avait ensemble même discuté à Los Angeles une fois. Il aimerait beaucoup revenir à Wraithborn, mais le problème de Wraithborn, c'est que ça voudrait dire de laisser tomber pendant un moment Mechanika. Or, c'est le bouquin que les gens veulent vraiment, et il ne peut pas faire les deux en même temps, parce qu'ils sont réellement deux à travailler en temps plein sur l'univers. C'est Marcia et Joe, et qu'ils n'ont pas le temps de faire les deux en simultané. Donc, ça fait partie de ces choses qu'il aimerait faire, mais pour l'instant, c'est pas. Donc, sur la question de la Dama de la Muerte, on a répondu tout à l'heure. Hein, c'est suite à une discussion entre Peter et Joe pendant un festival, une convention à Phoenix, qu'ils ont eu cette idée-là. I wanted to say, I see a lot of names I recognize in the comments, and I just wanted to say salut and thank you guys for all supporting us, and it's been great. Voilà, donc Peter a repéré des noms qu'il connaît bien, et il souhaitait vous remercier d'être présent ce soir. I think I saw, okay, Lady Mechanika could meet Jules Verne. Is it part of an idea? Oh, well, I mean, I've always wanted to do a like our version of, like, it's our version of Dracula, our version of Frankenstein. It's inspired by, but not necessarily, you won't necessarily have those characters. But like we have at the moment working on a book that has a Nemo type with the Nautilus type, but it's not Nemo and it's not the Nautilus, but it's inspired by. So it's like, it's Mechanika's world. I wanted to be like a tip of the hat to the classic Victorian stuff, but not necessarily. I think we lost Olivier. Start speaking French, right, and go. Yeah. All right. Now we can do whatever. See, that's what I don't get it. Huh? Do it in Spanish. You'll get it. Like when we're in. Pues por eso quería tener una historia donde no usamos a Frankenstein y a las figuras de Thank you. De los libros de Victoria. I'm back. Sorry. So, did you say anything else while I was away? I don't know what happened. Yeah, we said a lot of bad stuff about you. You're gonna have to rewind. As you should have. As I would have. Yeah.
No, but Bon, alors I je mean, vais traduire ce que j'ai entendu jusqu'avant de perdre un petit peu la connexion. Ce qu'expliquait Joe, c'est que dans l'univers de Mechanika, ce qu'ils aimeraient faire, c'est rendre hommage et créer leur propre version de certains mythes comme Dracula, comme le monstre de Frankenstein. Donc pour Jules Verne, pourquoi pas. Mais ce serait la version de l'univers de Mechanika du personnage en l'occurrence. Et c'est quelque chose qui, pour eux, est important d'avoir la couleur Mechanika. So I think I may have lost whatever you said after that, but it was but I mean, the gist of it is it's a world inspired by Jules Verne. It's inspired by Bram Stoker. It's inspired by Mary Shelley. You know, there's elements of that. It's all mixed in there, and you know, we're trying to. I want a world that has that vibe, but it isn't necessarily you know, you're not going to see a Dracula walking by, or you're not going to see, you know, again, like I said, Captain Nemo, but you might have characters that are inspired by. Voilà, donc c'est vraiment inspiré par. Il avait rajouté le Capitaine Nemo et le Nautilus, qui font partie d'une histoire de Mechanika, mais c'est vraiment inspiré par et ce n'est pas la même chose. Peter, you wanted to say something? I was going to say, I mean, I don't know. I think they might be asking if they're going to actually meet the historical people. Oh, yeah. They are actually going to meet Jules Verne. Yeah. Yeah, we had there was a point in the latest Sangha, in one of the early versions, we were going to have a young Bram Stoker running around, but it didn't pan out. But not Jules Verne. Maybe Jules Verne down the line. I don't know. You know, it depends if the story requires it. Yeah. Could she fight H.G. Wells? She and Queen Victoria get in a fist fight? Yeah. Drinking contest. There you go. Jules Verne in drinking contest? Yeah. Donc, je pense que I think I'm going to ask a last question. I think I saw one about traveling. Eloise is asking, will Lady Mechanika travel in other countries in following subsequent volumes? We are. That's what I was talking about with the different creative teams. It's like we have a story at the moment where she goes to Russia with Sia attached to it. We have one where it's she travels to Japan. Donc il y a une histoire où elle va aller en Russie avec la dessinatrice Sia. Donc and then in story. And one where she travels to Japan, that we have Buzz, the artist, Aldrin All, attached to it. But again, it's like Buzz Aldrin. I know Buzz. I know it's not Buzz Aldrin. No, it's Aldrin All. His name is But anyways, it's like he's a. But again, it's one of these that, since it's only two of us, we're trying to get those story polished. You know, there's one where we traveled to India. We working on something like that down the line. So yeah, it's like I wanted to do Mechanika's world and see how this technology has affected the world in general. So not just England. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment d'avoir des teams de créateurs qui travaillent sur d'autres histoires dans d'autres territoires, d'autres pays, avec la culture locale bien sûr, et aussi surtout ce qui est intéressant pour Joe, c'est de voir à quel point l'univers steampunk mécanique de Lady Mechanika est adapté dans ces territoires-là, dans ces pays-là, dans ces cultures-là, et comment ça affecte en fait la technologie locale. So I think this is. I was going to say it. Yeah. So we have a Lovecraftian story that Martin's going to do that basically has her jumping around from different countries searching for the serial killer. Okay. So it's wow. like, okay. So that's on the works as well. Donc il y a un projet avec Martin où c'est une histoire un petit peu à la Lovecraft, où elle va aller de pays en pays, de territoire en territoire,
and then she's looking for a serial killer, said. Yeah, and, well, elle pourchasse un tueur en série. Voilà. So I think we should be done because I think Mathilde wants to go to bed now, maybe, or go home. Hey, Lovecraft is the same in français and anglais. Lovecraft, yes. Lovecraft. So. What's the last name? So. Yeah, she said yes. She wants to go home. Bon, donc du coup, c'est le wrap-up, comme on dit. Let's wrap up. Donc, merci à toutes et tous d'être venus ce soir pour participer à notre super live de Lady Mechanika. Thanks to you guys. Thanks, Beth, Martin, Peter, and Joe. You guys have been awesome, even Joe. And it was yeah. You were awesome, Joe. You're always Next time awesome. We'll do this at 4:00 in the morning to make it easier on on me. Yeah, 4:00 in the morning is perfect. Ok. Et merci Mathilde de nous avoir accueillis dans ton live ce soir. Donc bonne soirée à tous. Passez un très bon week-end. Have a great weekend and see you guys in the funny pages. Is what we say. Hopefully very soon as the world COVID goes. Yeah. Bye-bye, guys. Everybody stay safe. Bye-bye. Voilà, bah écoutez, le live est terminé. J'espère que ça vous a plu. C'était le dernier live pour ce vendredi. Mais on revient demain avec un gros week-end, avec des super lives en perspective. Donc, on vous attend très nombreux demain à 10h pour le challenge dessiné, avec entre autres Zep et animé par Donald Renew, pour ceux qui connaissent pas la What Titeuf. Voilà. Bah écoutez, merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée.